À mes invités, Gilles Kepel et Raphaël Liogier, qui sont tous deux spécialistes de l'islam, je voudrais lire pour commencer quelques extraits du communiqué victorieux publié par le califat au lendemain des tueries du 13 novembre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut a dit, et ils pensaient qu'en vérité, leur forteresse se défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux, par où ils ne l'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Dans une attaque bénie, dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants, de soldats du califat, qu'Allah leur donne puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut, ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement à l'avance, au cœur de la capitale française, le Stade de France, lors du match des deux pays croisés, la France et l'Allemagne, auquel assistait l'imbécile de François Hollande, le Bataclan, où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans le 10e, le 11e, le 18e arrondissement de Paris, et ce, simultanément. Paris a tremblé sous leurs pieds et ces rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est d'un minimum de 200 croisés tués et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. Cette attaque n'est que le début de la tempête et un avertissement pour ceux qui veulent méditer et tirer des leçons. Ainsi s'exprime l'ennemi qui nous a déclaré la guerre. D'où ma question, qu'est-ce qu'un tel langage nous apprend sur l'identité de cet ennemi et sur la nature de cette guerre? Gilles Kepel. Alors il nous apprend beaucoup de choses et c'est pourquoi j'ai reproduit ce communiqué à la fois en français et en arabe en exergue de mon livre Terreur dans l'Hexagone. Parce que déjà le statut de la langue pose question. Je crois que l'original est en français, mais ce français est déjà plein de traductions de l'arabe. Alors à votre lecture on ne l'entend pas, mais quand on le lit, il est extrêmement fautif. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire, et en même temps on voit les rues sont devenues étroites pour eux. On a toutes sortes ailleurs aussi dans leur littérature une volonté d'une certaine manière d'extirper la langue française d'eux-mêmes et de se projeter. Et les salafistes leur disent très souvent, dans une langue arabe qui est la seule avec laquelle on va pouvoir véritablement penser le monde. Vous avez fréquemment chez eux l'expression se désavouer d'avec, qui correspond à la traduction de l'arabe al-wala ou al-bara'a, qui est d'une certaine manière la ligne principale de définition du salafisme, c'est-à-dire l'allégeance absolue aux oulémas salafistes, et d'autre part, le fait de se désavouer d'avec, de ce mot à mot en arabe, se déclarer innocent d'eux, tous ceux qui sont définis comme mécréants, comme apostats, et en particulier qui n'appartiennent pas au groupe. Alors ce qui est frappant dans ce texte, d'abord, c'est la qualification de Paris comme capitale de la dépravation. Enfin, je ne sais plus que le terme exact, c'est la même chose qui est utilisé. Et la fête, l'orgie du Bataclan. Donc, on désigne l'ensemble des cibles comme des gens qui vivent dans le péché. Et ils se réjouissent de la mort de plus de 200 croisés, entre guillemets. Et c'est tout à fait surprenant. Parce que, d'un côté, contrairement au mois de janvier où on avait ciblé précisément des islamophobes, entre guillemets, c'est-à-dire les dessinateurs de Charlie Hebdo, des apostats, entre guillemets, le policier vététiste Ahmed Mrabet, et des juifs sans guillemets, et ce qui avait donné à, certes, l'immense manifestation du 11 janvier, mais des clivages à l'intérieur de celle-ci, entre ceux qui disaient « je suis Charlie » et « je ne suis pas Charlie », voire « je suis Koulibaly » ou « je suis Charlie Martel ». Je suis Charlie Martel, c'était Le Pen. C'est Le Pen, oui. Et je suis Charlie Koulibaly, c'est Dieudonné. Voilà. Ce qui avait suivi, après 2012, des milliers de likes pour Mohamed Merah. Là, on n'a eu aucun je suis Abaoud ou je m'identifie. Pourquoi ? Parce que ce groupe a ciblé d'une manière globale l'ensemble de la société française. Et parmi les 200 croisés, entre guillemets, qu'ils se réjouissent d'avoir tués, il y a toutes sortes de gens, certains qui sont chrétiens, mais d'autres qui ne le sont pas. Et en particulier, il y a bon nombre de personnes d'origine musulmane. Et ce qui est très frappant aussi après, par exemple dans les vidéos qui ont suivi le 13 novembre, que ce soit celles qui ont
dit juste après, alors qu'est-ce que vous faites? Il y avait un ancien danseur de hip-hop qui est devenu imam maintenant et qui expliquait, mais alors qu'est-ce que vous faites les frères? On vous a montré la voie, pourquoi est-ce que vous les musulmans de France, vous ne faites pas ça, vous continuez à travailler avec ces salauds et de mécréants? Et puis les plus récentes qui sont des vidéos absolument abominables où on voit la plupart des perpétrateurs du 13 novembre en train d'égorger des otages, 15 jours, 3 semaines avant. Les malheureux qui sont égorgés il y a une incrustation sur l'écran qui dit apostat, en arabe aussi, mortad. Et l'objectif, bien sûr, pour eux, c'est de mobiliser, c'est de faire en sorte que les musulmans du monde s'identifient à eux-mêmes et exécutent les mécréants, les juifs, les apostats, etc. Le problème, c'est que ceux qui regardent ces vidéos sont fondés à s'identifier plutôt aux victimes, y compris quand ils sont musulmans. Parce que ceux qui sont égorgés, ce sont en fait des prisonniers qui appartiennent non même pas aux troupes de Bachar el-Assad, mais aux autres mouvements rebelles syriens. Vous voyez. Donc on voit là, d'une certaine manière, comment cette mouvance est allée aujourd'hui à un point, à mon sens, extrême. Et je crois que le 13 novembre, de leur point de vue, est une faute politique. Pourquoi ? Parce que le terrorisme djihadiste, donc, qui se base sur un socle salafiste, a pour objet à la fois de terroriser l'adversaire, de le sidérer, mais aussi de mobiliser des sympathisants de la manière la plus large possible. Et on voit bien, j'ai construit cette dialectique du djihadisme depuis les années 79-80 en Afghanistan, puis en Algérie, Al-Qaïda et la troisième phase actuelle, celle d'Abu Musab al-Souri et les autres, on voit bien que finalement, leur problème, c'est la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tuer énormément de monde, mais si les sympathisants ne se mobilisent pas derrière eux, finalement, le terrorisme ne fonctionne pas et se retourne contre ses perpétrateurs. Prudemment, je formulerai l'hypothèse que, contrairement à Janvier, qui de leur point de vue était mieux exécuté, parce qu'il a ciblé et parce qu'il a divisé les rangs, au contraire, le 13 novembre n'a pas été une réussite. Raphaël Liogier. Moi, je dirais qu'une des premières constatations, moi, j'avais pas lu ce texte, j'avais lu en partie, mais j'avais pas lu en entier ce que vous avez lu. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un texte qui fonctionne par image. Beaucoup plus qu'avec une cohérence théologico-politique, une cohérence idéologique. Et le fait qu'il fonctionne par image, c'est extrêmement intéressant parce que on sait que les terroristes, pas les terroristes justement du 11 janvier jusqu'en janvier, c'était des gens qui étaient formés dans des universités, c'était des gens qui avaient une formation théologique réelle, en gros c'était même ce qu'on pourrait appeler des intellectuels, alors que la caractéristique des terroristes depuis Mohamed Merah, en gros jusqu'à ceux du 13 novembre, sont des gens qui n'ont pas de formation théologique de fond, avant de décider d'être djihadistes, et qui ne sont pas passés même par une intensification de la pratique religieuse. Et donc, on voit bien que cette espèce de nouveau terrorisme joue sur les nouveaux supports de la globalisation que sont Facebook, YouTube, et puis toute une série d'autres techniques. Et en fait, on n'est plus, me semble-t-il, justement dans cette, comme je disais, dans cette cohérence idéologique, mais on est dans une mise en scène. Et c'est ça le propre de l'image, c'est le fait de mettre en scène. Et donc de mettre en scène quoi ? De mettre en scène bien ce que moi j'appelle le principe de la guerre de civilisation, qui n'est pas exactement pareil. C'est pour ça que j'ai employé dans mon livre ce titre, La guerre des civilisations n'aura pas lieu et pas le choc des civilisations, qui n'est pas exactement la même chose que le choc des civilisations. Le concept de choc des civilisations, contrairement à ce que on croit, n'a pas été inauguré par Huntington, et par Bernard Lewis. Voilà, par Bernard Lewis en 1957, dans une conférence qu'il a donnée à l'université de Johns Hopkins, pour parler d'un événement très spécifique, qui est l'événement de la crise de Suez. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que la crise de Suez, c'est une crise qui n'a pas grand-chose à voir avec le rapport islam-Occident, puisque c'est la nationalisation du canal de Suez par le président Nasser, qui n'était pas réputé pour être un croyant exceptionnel, enfin qui était musulman à minima, puisqu'il était en Égypte, il ne pouvait qu'être musulman à minima. Et ça va être traduit par Bernard Lewis comme étant un choc, la manifestation d'un choc. Et qu'est-ce que ça veut dire, choc ? Le choc, ça veut dire qu'il faut maintenir à distance l'islam de l'Europe en particulier et de l'Occident en général, parce que sinon il y aura choc, parce qu'il y a une telle inertie historique que ça ne peut que produire un choc. Or aujourd'hui, on est dans une situation, en vertu même de la globalisation,
où nous ne serions plus dans la période du choc, puisque nous serions déjà traversés à travers des gens qui seraient déjà musulmans à l'intérieur de notre société, qui nous grignoteraient déjà. Par conséquent, comme nous sommes déjà traversés, nous serions déjà en situation de guerre. Du coup, on est dans une situation symétrique, où on a des opérateurs de terreur de la globalisation comme Daesh, qui jouent sur cette mise en scène de la guerre de civilisation, auxquels vont répondre. Et c'est ça, moi, que je récuse. Par exemple, le gouvernement français, en nourrissant cette logique, par exemple, en disant, on va peut-être fermer les mosquées, on va peut-être faire un certain nombre de choses. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Gilles Kepel, c'est sur la question de la continuité avec le salafisme. Parce que je crois que le salafisme, c'est un mot qui est devenu un mot valise, aujourd'hui, que effectivement des idéologues de Daesh peuvent revendiquer, mais en réalité, le nouveau djihadisme, c'est un nouveau djihadisme de gens incultes qui ne sont pas dans la continuité du salafisme et qui fonctionnent par de la mise en scène des images. Oui, bien sûr, je vais répondre. En fait, vos informations sont inexactes, Raphaël Liogier, parce que ceux qui ont monté ce texte, ça a été lu par les frères Fabien et Jean-Michel Klein, qui sont passés par la communauté d'Artigat en Ariège, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui ont également compté dans leur rang le principal idéologue du salafisme djihadiste français, Thomas Barnoin, l'albigeois, converti, qui est passé, alors justement, par l'université de Médine et par les universités en Arabie Saoudite, qui est celui qui produit le plus aujourd'hui de littérature salafiste en langue arabe. Alors, le problème, si vous voulez, pour lire ça, c'est qu'il faut lire les textes qui sont produits. Ces textes sont en langue arabe. Je ne sais pas si vous la maîtrisez. Absolument pas. Bon, mais justement, si vous voulez, c'est le problème, c'est ça. C'est pour parler du salafisme, pour expliquer le contenu du salafisme, il faut pouvoir lire les textes en arabe, comprendre ce qu'ils disent. Et à partir de ce moment-là, vous voyez très bien comment s'effectue le continuum entre la base de la pensée salafiste et son éventuelle transformation en djihadisme, le passage à l'acte. Tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, bien sûr, mais à partir du moment où le salafisme a effectué la rupture en valeurs fondamentales, sur cette base-là, pour un salafiste normal, nous sommes des koffars, des mécréants. Alors, la question, c'est de savoir à partir de quand est-ce qu'on met en acte le fait que le sang du mécréant est halal ou non, si vous voulez. Alors, c'est bien sûr la plupart des salafistes aujourd'hui en France ne vous diront pas que votre sang est halal. Moi, je pose toujours la question quand des chauffeurs de taxi salafistes me prennent et engagent la discussion avec moi parce qu'ils m'ont identifié. On finit par dire est-ce que mon sang est halal? Non, monsieur Kepel, vous êtes pas comme ça. Bon. Je dis mais si, je suis athée. Ah, alors là, c'est très compliqué. Généralement, la course, ça s'arrête. Là, on a un véritable problème qu'il faut avoir le courage d'aborder, qu'il n'y ait pas de guerre des civilisations. Moi non plus, je ne suis pas du tout favorable à la guerre des civilisations. Néanmoins, la pensée salafiste, sur laquelle on pourra revenir, produite par l'Arabie Saoudite comme assurance vie pour la rente pétrolière, est une pensée de rupture culturelle fondamentale pour laquelle il n'y a pas d'échappatoire pour ceux qui n'entrent pas dedans. Gilles Kepel et Raphaël Liogier, personne n'est favorable à la guerre de civilisation. La question est de savoir, et certainement pas d'ailleurs la civilisation européenne, post-coloniale et post-hitlérienne, la question est de savoir de quelle nature est la guerre, qui nous a été déclarée. J'ai parlé d'attaque bénie, mais on dit aussi razzia bénie. Oui, en arabe, c'est le terme razwa mubaraka, c'est-à-dire la razzia bénie, c'est un terme qui a déjà été utilisé pour l'attaque sur New York et Washington, razwatain el mubarakatain. C'est un terme qui a des résonances historiques. Bien sûr. Profondes. Qui se réfère essentiellement à l'attaque contre Byzance, puisque une fois que la bataille de Ctésiphon et que les cavaliers musulmans ont détruit l'empire sassanide, ils se sont ensuite retournés contre ce qui était l'autre superpuissance de l'époque, c'est-à-dire Byzance. Et quand Ben Laden attaque New York et Washington le 11 septembre 2001, l'expression c'est la même que ce qu'on va trouver là. En arabe, c'est le Razwa al-Mubaraka, Asimat al-Salib, c'est-à-dire de la capitale de la croix, et c'est le même terme, c'est-à-dire que il s'agit de razzia, c'est la première, il y en aura beaucoup d'autres qui vont faire tomber l'adversaire. Je vous pose une question, Raphaël Liogier. Mais justement, c'est une expression razzia bénie qui est ancrée dans l'histoire longue. De même, le drapeau noir de Daesh se réfère, je crois, à la révolte des Abbassides contre les Omeyyades. Tout cela est très lointain. Pourquoi refuser aux djihadistes l'enracinement historique qu'eux-mêmes
revendiquent en disant finalement ils sont ignorants, ils sont un produit de la civilisation des images, ils se servent en effet de l'image, ils sont comme des poissons dans l'eau dans ce que vous appelez, Raphaël Liogier, le grand bain informationnel, certes, mais ils apportent quelque chose de précis qui vient d'une civilisation dont ils se veulent les porte-paroles, et ce n'est pas à nous de décider qu'ils ne le sont pas du tout. Non, Raphaël Liogier. Moi, je ne décide rien réellement. Je ne suis qu'un modeste sociologue. Effectivement, je ne parle pas arabe. Je ne connais pas l'arabe et je ne le revendique pas parce que j'ai toujours étudié mon terrain par rapport justement aux revendications des acteurs sociaux, à leurs caractéristiques biographiques, etc. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que en fait, si on avait parlé justement des attentats du 11 septembre, j'aurais dit d'accord, on est face à des gens qui ont une vraie formation théologique, qui ont accès à l'arabe. Mais là, vous me dites que je suis mal informé, Gilles Kepel. Oui. Mais je sais qu'il y a deux niveaux aujourd'hui. En fait, il y a deux niveaux. C'est ça le problème. C'est que d'un côté, il y a des idéologues et des gens qui ont une vraie formation et qui écrivent, comme vous le dites, ces textes-là. Mais moi, ce n'est pas eux qui m'intéressent. Vous vous intéressez, en fait, voilà. Vous, notre problème, il est là. Vous vous intéressez à l'offre. Moi, je m'intéresse à la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des individus dans l'espace français qui sont parfaitement incultes, qui n'ont pas accès à l'arabe. C'est-à-dire, ils n'ont pas accès à l'arabe, ces gens-là. C'est-à-dire que les frères Kouachi n'avaient pas accès à l'arabe classique. Mohamed Merah, que je sache, n'avait pas accès à l'arabe classique. Et d'après ce qu'on sait, à part celui qui était syrien et quelques autres, ceux qui ont fait les attentats du 13 novembre, n'avaient pas accès non plus. Ça veut dire que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Et ce que je constate sociologiquement, j'en suis désolé, j'essaye de regarder par rapport aux... Je me demande si quelque part, le fait que vous soyez un brillant orientaliste et que vous connaissiez l'arabe, que vous connaissiez l'histoire, n'oriente pas votre regard dans une continuité qui n'est plus cette continuité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture aujourd'hui. Moi, quand j'enquête, par exemple, avec mes étudiants sur les individus qui se revendiquent comme salafistes aujourd'hui, ce que je remarque, par exemple, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'imam à Boudaïfa de Brest. Je remarque... Vous en dites des choses tout à fait surprenantes. Mais oui, je serais heureux qu'on revienne dessus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des analyses de contenu de façon complètement sélective. Extérieure, non, pas du tout sélective. On va lire le passage pour lui consacrer. Extérieure sur ce que dit cet individu dans ses vidéos. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il est obsédé par la question des mœurs. Sportif et viril. Il est obsédé par la question des mœurs, oui. Mais vous ne mentionnez pas du tout. Il est obsédé par la question du sport. Ces vidéos expliquant que quand on écoute de la musique, on devient comme les singes et les porcs. Non, mais c'est la vidéo qui est la plus connue. Oui, pourquoi est-ce que vous la mentionnez pas? Non, pourquoi êtes-vous sélectif? D'abord, tout le monde la connaît, cette vidéo. C'est pas une raison pour ne pas en parler. Elle mérite d'être analysée quand même. Mais je la trouve très intéressante, effectivement. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Ensuite, il a fait un certain nombre... Vous êtes dans l'idéologie. Non, pas du tout. Si. Au moment où il est devenu de plus en plus célèbre, il a fait évoluer son discours, y compris sur cette question de la musique à laquelle vous faites référence. Il a dit, j'ai pas vraiment voulu dire ça, c'était métaphorique. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors justement, j'aimerais bien, là, maintenant, avant qu'on ne revienne au 13 novembre et à l'échec dont vous parlez, Gilles Kepel, les terroristes là ne sont plus suivis, dites-vous, je voudrais que nous réfléchissions à la réalité, à la nature du salafisme. Qu'est-ce que le salafisme? Qu'est-ce que ce mot veut dire, d'abord? Est-il implanté en France? Et que doit-on penser des diverses modalités du salafisme? Le salafisme quiétiste, le salafisme djihadiste, le salafisme intellectuel. Est-ce que ce sont différentes variantes d'une même attitude de désaveu vis-à-vis de la société ambiante, ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces distinctions? Gilles Kepel. Alors, tout d'abord, pour répondre à Raphaël Liogier, c'est gentil de me coller l'étiquette d'orientaliste sur la figure. Je revendique volontiers que j'ai étudié. Oui, enfin, elle a été beaucoup dans la polémique de Bernard Lewis, encore une fois, Saïd contre Bernard Lewis. Mais c'est quand même Bernard Lewis qui a eu le dernier mot. Vous le savez, du reste, la plupart de mes travaux récents, depuis banlieue de la République 93 jusqu'à Passion française, sont essentiellement fondés sur des enquêtes de terrain avec mes collaborateurs dans les quartiers populaires que je avais déjà fréquentés en 1987 lors de mon livre Les banlieues de l'islam. Et j'ai pu, puisque j'ai le bénéfice de l'âge d'une certaine manière, j'ai 30 ans d'expérience de ce qui se passe dans les quartiers populaires français, j'ai pu voir très nettement en 30 ans
progressé de manière très spectaculaire et surtout depuis le tournant des années 2005 à peu près, ce que j'ai appelé les marqueurs du salafisme, marqueurs de l'islamisation, qui n'existaient pas avec la même dimension autrefois, dans les années 80, 90 et début des années 2000, c'était l'UOIF, les frères musulmans, qui tenaient le haut du pavé, qui étaient dans une logique d'organisation d'une communauté au nom de laquelle ils négocieraient avec la société française. C'est les nombreux rassemblements de l'UOIF auxquels vous participez, auxquels je suis allé de temps en temps aussi comme spectateur. Et à partir de 2005, à partir notamment des émeutes de 2005, on voit bien que l'UOIF perd le contrôle, perd son hégémonie sur le discours et que on a une fragmentation dans la population qui est la population des enfants des darons, d'une certaine manière, des enfants des travailleurs immigrés qui, pour la première fois, arrivent véritablement en politique avec les émeutes de 2005, entre d'un côté ceux qui vont entrer en politique, on aura 400 candidats issus de l'immigration, pour la plupart maghrébines et généralement algériennes, aux élections législatives de 2012, des députés, beaucoup de conseillers municipaux, des sénateurs, mais à l'autre bout du spectre, cette chose tout à fait surprenante, c'est l'émergence d'un mouvement salafiste qui se réclame d'un refus des valeurs de la société française. Ça veut dire quoi, salafiste? Alors, je vais vous le dire dans un instant. Et qui, alors que pendant, autrefois, tout le monde luttait pour avoir les papiers français, qui veulent partir, alors qu'ils sont nés français. Alors, salafiste, ça vient de l'arabe salaf saleh, c'est-à-dire les pieux ancêtres, d'une certaine manière. Ce sont en fait, alors ça n'a rien à voir avec les grands-parents, ça veut dire, en fait, ceux qui ont été les contemporains du prophète Mohammed et qui donc peuvent témoigner de ce qu'a fait le prophète étant dans l'islam un élément d'exemplarité, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait a valeur de norme. C'est tout le problème du reste parce que le Coran est un texte relativement bref et polysémique. Donc pour l'interpréter, les musulmans ont eu besoin de se référer au prophète. Mais beaucoup de gens ont dit qu'on leur avait dit que le prophète avait fait ceci ou avait fait cela. Par exemple, que l'émission Réplique est la meilleure émission de France Culture, si vous voulez. Mais d'autres producteurs vont dire c'est pas vrai. Et vous avez tout un travail de réduction de cette production de ce qu'on appelle le hadith ou la sunna en disant non, voilà ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Et les salafistes qui refusent le raisonnement humain parce qu'ils s'en méfient, eux prennent l'ensemble du corpus, y compris ce que la plupart des autres musulmans considèrent comme faible. Et dans ce corpus, vous avez les justifications les plus ahistoriques de tout. Par exemple, vous aurez la justification de l'esclavage des femmes yézidis, de leur vente, etc., etc. Et ça, c'est ce qui différencie très fortement le salafisme de l'ensemble des musulmans. Jusqu'à la rente pétrolière, qui a promu le salafisme de manière extraordinaire avec un pétrodollar très élevé, un baril très élevé, le salafisme était considéré comme une secte peu importante dans l'islam, si vous voulez, dans l'islam sunnite. Et ce n'est qu'avec la puissance financière de l'Arabie Saoudite que celle-ci a déployé ses tentacules un peu partout, et notamment, on peut le dater historiquement très précisément, en France, dans un certain nombre de villes. Ça, là-dessus, dans ce livre ou dans d'autres, je l'ai établi avec beaucoup de précision. Alors justement, là, c'est une question que je vous pose à tous deux, mais d'abord à vous, Raphaël Liogier. Comment expliquer le succès croissant du salafisme, tel que vient de le définir Gilles Kepel, en France? En effet, Gilles Kepel, dans son livre Passion française, parle de Marseille, parle de Roubaix-Tourcoing. On voit de plus en plus de salafistes. Pourquoi cette volonté de rupture, de désaveu, pour reprendre le terme que les salafistes affectionnent, marche-t-elle aussi bien? Je dirais que, et là je suis vraiment d'accord parce que j'ai constaté la même chose que Gilles Kepel en ce qui concerne l'UOIF. C'est-à-dire que oui, on observe dans les années 2000 une organisation qui est progressivement dépassée par une nouvelle génération, et une nouvelle génération dont certaines composantes effectivement se veulent salafistes, c'est-à-dire essayent de ressembler, ne serait-ce que du point de vue esthétique, de façon assez radicale, aux compagnons du prophète. Donc ils s'habillent comme s'ils étaient des bédouins de l'Hégire. Ils se laissent pousser la barbe. Avec des chaussettes Burlington, voilà, avec des Nike, avec effectivement. Et ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce phénomène de salafisme lui-même, c'est-à-dire que ces individus qui se nomment salafistes, souvent même entre eux, même à la limite dans les quartiers, comme vous le savez, ils se nomment salaf.
en réalité, sont aussi en rupture avec les écoles traditionnelles du salafisme, et ils sont le produit de ce que j'appelle moi la globalisation informationnelle. Non, ils sont pas en rupture du tout. Ils ont ce mode d'expression, mais ils ne sont pas en rupture intellectuelle. Toutes leurs fatwas viennent de ce que des cheikhs saoudiens leur signalent par Internet. C'est pour ça que je distinguerais justement deux types d'individus qui se revendiquent comme étant salafistes, mais en fait aujourd'hui pour moi ça ne me semble pas signifier grand-chose au regard de l'histoire, c'est-à-dire c'est cette question d'une généalogie socio-historique traditionnelle de l'islam, comme si on était dans une continuité. Alors évidemment, il y a toujours une continuité dans la rupture, sinon il n'y aurait pas de rupture à la limite. Mais nous ce qu'on observe, c'est deux types de phénomènes assez distincts qui peuvent se croiser mais qui sont assez distincts. C'est d'un côté une sorte de salafisme qui décroche par rapport à l'islamisme, c'est-à-dire par rapport aux idéologies politiques, qui a des formes, qui est très individualiste et qui est très surprenant. Par exemple, on avait fait une enquête sur les femmes qui, dès 2007-2008, sont mis à porter le voile intégral d'une façon assez nombreuse, mais au départ en petit nombre, quelques centaines. Eh bien, on s'est rendu compte que leur discours, c'était un discours ultra individualiste. Elles avaient même une interprétation de ce qui est halal, parce que c'est bon à la santé, ou la prière parce que ça développe même psychiquement, physiquement. Elle avait un discours qui était un discours hyper moderne, radical, comme j'avais pu le trouver, moi, d'une façon encore une fois naïve, chez des gens qui sont New Age ou des bouddhistes occidentalistes extrémistes. Et à côté de ça, on a vu apparaître de nouveaux groupes, d'individus qui, eux, ne faisaient pas l'effort, alors qu'eux, oui, effectivement, font l'effort de se mettre à l'arabe classique, de changer leur vie radicalement, de s'habiller différemment, d'individus qui sont plutôt qui dans des profils de voyous, de caïds ratés, qui ont constitué des sortes de groupes, en prétendant aussi être dans un islam originel, par exemple un groupe comme Forzan Aliza, ou des gens qui se sont mis à brûler le Coran en place publique en se filmant sur YouTube avec des actes de violence, sans passer à la violence physique. À brûler le Coran, brûler le excusez-moi, oui, à brûler le code pénal, le code pénal. J'étais surpris. À brûler le code pénal, ce qui avait entraîné d'ailleurs en 2012, l'interdiction de ce groupe. Donc, et d'ailleurs, ils ne s'habillent pas de la même manière. En général, ils ont plutôt un style qu'on a fini par appeler néo-afghan, plus militaire, plus kaki, etc. Et ce sont des gens qui sont en général analphabètes par rapport à la structure idéologique et théologique de l'islam. Et donc on a ces deux groupes qui peuvent éventuellement se rencontrer, mais les uns sont complètement opposés au djihadisme violent, c'est-à-dire au terrorisme. Ils sont même dépolitisés dans un sens, axés sur les mœurs, et les autres sont au contraire politisés. Or, on confond les deux, et on imagine qu'il y a une solution de continuité en raison même de ce type de raisonnement qui tendrait à dire c'est tout le temps une interprétation à partir de l'islam, à partir du salafisme, à partir de mouvements qui sont des mouvements classiques. On confond les deux, dites-vous. Du point de vue social. Vous dites pas de confusion, et vous dites aussi, Raphaël Liogi, que finalement un certain islamisme est le produit de la globalisation, est une des modalités de l'individualisme contemporain, et donc vous éloignez un certain fondamentalisme, parce que l'islamisme étant politique le fondamentalisme, et vous éloignez ainsi le spectre du choc des civilisations. Ce faisant, vous rejoignez d'une certaine manière ce qu'écrit Elie Beji dans Islam Pride, puisqu'elle dit le voile s'est érigé en droit à la différence, tendance irrésistible du goût démocratique de la société libérale, il s'enroule sur les têtes dans un geste où chacun brandit la bannière qui lui plaît pour exister. Mais avant d'en revenir au 13 novembre, je voudrais parler d'un événement qui a traumatisé l'Europe tout entière, à savoir les agressions de Cologne. Et là, je voudrais lire justement ce qu'a dit l'imam de la mosquée de Brest: si la femme sort sans honneur, qu'elle ne s'étonne pas que les hommes abusent de cette femme-là. Et des propos pareils ont été tenus à Pontoise il y a quelques semaines au salon de la femme musulmane. Et cela révèle quand même quelque chose, me semble-t-il, pour parler comme Jean-Louis Bourlange, d'un choc des civilisations au quotidien. Un grand nombre de nouveaux venus n'ont pas la moindre intention de se plier aux mœurs et aux exigences de nos sociétés en matière de droits fondamentaux. Et là, on retrouve quand même ce qui sépare l'islam et en tout cas le salafisme de l'Europe, de l'Occident, c'est la question du statut des femmes. Est-ce que c'est pas là, et c'est d'ailleurs sur ce point que Bernard Lewis, encore aujourd'hui,
parle d'un choc des civilisations. En islam, dit-il, il y a modernisation sans occidentalisation, parce que l'occidentalisation, c'est un autre statut des femmes, et cela, l'islam aujourd'hui n'en veut pas, et ça semble être vrai d'une grande partie de l'islam européen aussi. Alors, il y a deux choses. D'abord, les nouveaux venus, pas forcément, puisque ça peut être des gens qui sont nés ici, qui sont même convertis. L'islam, là, je crois qu'il ne faut pas que vous globalisiez, parce que justement, au salon de la femme musulmane de Pontoise, deux fémènes maghrébines sont venues et se sont fait massacrer à coups de pied par les machos salafs pour avoir osé se protester par leur présence et en montrant leur sein contre ces vilevesées. Je crois que ça, c'est extrêmement important de le voir. Alors, il s'agit effectivement, là encore, et c'est un débat, si vous voulez, qui va beaucoup plus loin. Raphaël Liogier, avec lui Olivier Roy et quelques autres, considèrent que, au fond, il y a d'un côté une espèce d'appétence à la radicalité chez les jeunes, et que hier il y avait, là c'est Roy, hein, c'est pas vous, mais il y a hier c'était les brigades rouges, aujourd'hui c'est les brigades vertes. Tout ça c'est du nihilisme, et au fond c'est un peu une manière de penser les choses qui est une sorte de sophistique, ou ce que sont les prénotions durkheimiennes, si vous voulez, qui plaît beaucoup parce que ça donne à la paresse journalistique moyenne le sentiment de circuler, il n'y a rien à voir. Vous saviez déjà, de toute façon, tout est dans tout et réciproquement. Et surtout, c'est une manière d'exonérer l'islam. Or, il ne s'agit pas de l'islam en général, et c'est ça qui est vrai. Il ne s'agit pas de l'islam. Il y a la guerre des civilisations, si tant est qu'il y en ait une, elle passe à l'intérieur de l'islam d'abord. Elle est à l'intérieur de l'islam. Et c'est le conflit pour l'hégémonie sur le discours de l'islam aujourd'hui, entre des gens comme les djihadistes d'un côté, les salafistes, alors avec des passerelles qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont, me semble-t-il, tout à fait faciles. On le voit bien, par exemple, dans une vidéo comme celle de Omar Homsen, 19 HH, l'histoire de l'humanité. Omar Homsen était ce Sénégalais niçois qui est mort au djihad l'été dernier, et qui fait une vidéo qui est présente dans la plupart des procédures qu'on trouve pour les gens qui partent au djihad, qui en sont revenus, qui est un peu d'ailleurs, qui fonctionne un peu selon la même grammaire que les sites égalité-réconciliation d'Alain Soral, avec une vision complotiste du monde conspirationniste. Et il explique que après la révélation du 11 novembre, donc on continue sur le même trend que les salafistes, simplement à la fin, il y a une petite bifurcation entre ce qu'il appelle les talafis, on a de l'arabe talaf qui veut dire se dégrader, qui sont les salafistes qui marchent avec les saoudiens, et ceux qui font véritablement le combat. Si vous lisez aussi Dar el-Islam, là c'est en français pour le coup, qui est la revue de Daesh en langue française. La dernière livraison comporte quelque chose sur la polygamie. Justement. Et c'est une femme qui écrit au féminin singulier, qui dit les sœurs, c'est incroyable, à Raqqa, les Françaises ne veulent pas être polygames. Mais il faut absolument être polygame, c'est dans le texte, etc. Et tout son raisonnement est un raisonnement qui est à 100% salafiste, si vous voulez. Il n'y a pas une bribe de djihad dedans. Alors, je ne dis pas que tous les salafistes, loin de là, sont des djihadistes. Je dis qu'il y a une rupture culturelle profonde. Et ça n'est pas seulement du côté de l'offre. J'entends bien votre argument. C'est pas seulement du côté de l'offre. Vous avez en réalité une demande qui est très très rapidement encadrée par cette offre salafiste, si vous voulez. C'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas les gars se radicalisent pas tout de suite sur l'internet. Ça passe par des groupes de pairs, P-A-I-R-S, généralement en la disparition du père, P-E accent grave R-E, qu'on voit beaucoup dans les familles de gens qui partent au djihad. J'en ai vu un grand nombre. Ce que j'ai cherché désespérément, un père. Le père a très fréquemment disparu. Oui. Ce sont des mères affligées qui sont larguées dans cette affaire. Les pères PAIRS s'y substituent et fournissent un encadrement. C'est un peu une réponse à votre question, Alain Finkielkraut, tout à l'heure. Un encadrement normé, structuré, face à l'anomie. Et cet encadrement très normé, très structuré, beaucoup plus celui des frères musulmans, c'est un encadrement salafiste, avec des conduites auxquelles on obéit face à une situation à laquelle on ne comprend plus rien. Oui, moi je voudrais dire que, puisque je repars de l'événement de Cologne et de la déclaration, effectivement, de l'imam, donc que vous avez évoqué, je ne dis pas que ce premier phénomène que j'évoquais est une bonne nouvelle. Je dis seulement que ce retranchement sur les mœurs
fortement dépolitisé et détaché de l'islamisme politique et très individualiste dans ces types de comportements, même si ce sont des comportements extrêmes, est un phénomène différent que celui qui conduit au djihadisme socialement. C'est tout ce que je dis. Mais je pense que c'est un vrai problème et qu'il faut le travailler à l'intérieur de la société française. Parce que ça, oui, c'est quand même important de dire ça. Deuxièmement, je suis d'accord avec une partie du raisonnement d'Olivier Roy, vous avez évoqué, mais pas avec la partie que c'est du nihilisme, avec le côté nihiliste. Parce que, pour moi, quand on me demande est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est social, dire le religieux est fondamentalement social, donc je distingue pas les deux. Pour moi, chez l'être humain, il y a une sorte de tension, ce que j'appelle le désir d'être, hein, et ce désir d'être, c'est le religieux, c'est la narration, c'est le fait de se raconter. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, des individus peuvent se raconter avec cette question de façon individualiste, la question des mœurs et toutes ces choses-là, et récupérer effectivement une tradition et s'inscrire dans la continuité de cette tradition. Et puis à un moment donné, ou en inventer une, ou en inventer une en partie, mais on n'invente jamais complètement. Et parce qu'il faut les lettres pour pouvoir inventer, faire des phrases. Et puis deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui tout se passe comme si un certain nombre d'individus, qui sont plutôt les djihadistes, sautent directement dans le djihadisme et construisent, alors c'est pas social, construisent une religion du djihadisme en prenant des points particuliers qui correspondent à, en quelque sorte, à remplir leur frustration. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on parle de l'offre et de la demande, on a effectivement une offre. Et qu'une offre, comme vous l'avez dit, qui est plus cohérente du point de vue, qui est cohérente du point de vue théologique, etc., qui s'adresse à des individus qui n'ont pas cette cohérence. Mais ces individus, ils vont remplir leur frustration, en quelque sorte, en adhérant, en prenant la forme de cette offre. C'est ce qu'on retrouve dans le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a une offre. On adhère à cette offre avec la publicité, mais c'est l'offre qui est première et la demande qui progressivement s'adapte. Donc, je veux dire, après, je ne nie pas une complémentarité, mais à la base, le djihadisme 2.0, si on veut, hein, je veux dire, est un phénomène qui est autonome par rapport à une nouvelle forme de néo-fondamentalisme, c'est essentiellement axé sur les mœurs, qui ne sont pas une bonne nouvelle. Alors d'accord, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Un mot encore sur ce néo-fondamentalisme avant de revenir au djihadisme d'après Al-Qaïda. D'abord, vous avez ceci de commun, Raphaël Liogier, avec Olivier Roy, c'est que vous pratiquez le chiasme. Le chiasme d'Olivier Roy, c'est de dire, ce n'est pas l'islam qui se radicalise, c'est la radicalité qui s'islamise. Et ce chiasme a eu un grand succès. L'article a été publié dans Le Monde, accompagné par un éditorial enthousiaste de Jérôme Fenoglio, l'actuel directeur de la rédaction. L'islam se trouvait soudain totalement exonéré. Ça plaît beaucoup à la doxa journalistique, voilà, ce genre de choses. Ça, alors justement, et vous faites un autre chiasme. Vous dites il n'y a pas infiltration islamique de la modernité, mais contrairement aux apparences, infiltration hyper moderne de l'islam. Alors, peut-être, mais que pensez-vous l'un et l'autre? Pour le coup, je les ai montrés, ça, dans oui, mais que pensez-vous l'un et l'autre mais finalement, c'est ce que dit Chebel, quand il montre qu'il y a une multiplicité d'expressions, cette multiplicité d'expressions, même tous azimuts, c'est quand même une caractéristique de la modernité, c'est-à-dire la multiplication des modalités d'existence. Mais en même temps, il y a peut-être c'est à l'intérieur de l'islam où il y a aujourd'hui des conflits. Donc, puisque ce ne sont pas des conflits islam contre Occident, contre le christianisme, contre je ne sais quoi, on est bien dans une nouvelle posture qui caractérise la modernité globale. Mais j'en reviens à ce que disait Bernard Lewis. Il peut y avoir une forme de modernisation sans occidentalisation, notamment pour ce qui touche la question des femmes. Et je voudrais citer ces propos de Kamel Daoud dans un dialogue qu'il vient d'avoir pour le magazine littéraire avec Mathias Sénard. Et je voudrais demander ce que vous en pensez. Je juge de la santé de l'humanité des peuples à leur rapport aux femmes. Là où elles sont libres et acceptées, les gens auront un rapport sain à l'imaginaire, au désir, au corps. Ce que je jalouse dans l'Occident, la seule avance qu'il a comparée à nous, c'est dans le rapport aux femmes. Quand mes amis me font remarquer que les Occidentaux les réduisent souvent à un objet, je réponds que c'est préférable que d'être réduite en poussière. Si on ne libère pas les femmes, on ne se libérera jamais. La différence entre une émeute et une révolution, c'est que dans une émeute, il n'y a que des hommes. Ajoutez-y les femmes et vous avez une révolution. En 2005, il n'y a eu que des hommes. En 68, on a comparé novembre 2005 à mai 68. Ce n'était pas une révolution en 68, c'était peut-être un psychodrame. En tout cas, les femmes étaient très présentes. Ça fait une différence, à mes yeux, fondamentale. Que pensez-vous de cette déclaration de Kamel Daoud? Dans l'histoire de l'islam, les femmes jouent un grand rôle aussi.
les Mille et une nuits, qui sont l'autre grand narratif par rapport au texte sacré, sont narrés par une femme. Et les femmes ont su, on le voit dans toute la littérature arabe classique, jouer avec beaucoup d'habileté et de force des contraintes qui leur étaient imposées, si vous voulez. Et l'émancipation des femmes musulmanes qui s'effectuent dans les premières décennies du XXe siècle se construit également là-dessus. C'est justement le retour à la norme salafiste qui va enfermer les femmes dans des schémas qui sont préconstruits par les normes du début de l'islam, en les adaptant à la période contemporaine. Bon, bien sûr, il y a les individus, les salafistes d'aujourd'hui, ils sont nés au XXIe siècle, donc ils sont, si vous voulez, par ipso facto, ils sont modernes. Mais la norme qu'ils vont chercher pour justifier leur pouvoir, c'est une norme décontextualisée, ahistorique, qui provient des textes. Alors, pour revenir sur l'autre question que vous posiez, la continuité, en fait, l'expression salafisme-djihadisme, elle réfère au bouillon de culture qui s'est produit dans les camps d'Afghanistan pendant la décennie 1980. Moi, je l'ai entendu pour la première fois, je pense que c'est moi qui l'ai mis en circulation dans langue française, dans mon livre Djihad, paru en 2000. Je l'avais entendu de la bouche, donc si on comment dire en anglais, from the horse's mouth, justement à Londres, dans la mosquée de Finsbury Park, de la part de quelqu'un qui est aujourd'hui enfermé pour l'éternité aux États-Unis en prison, Abu Hamza al-Masri, qui était cet imam dit capitaine Crochet, un Égyptien, et on discutait en dialecte égyptien pour expliquer tout ça, qui avait été en Afghanistan où il avait perdu un bras, qui était l'un de ses combattants, et qui m'avait bien expliqué comment s'était constitué ce continuum salafiste djihadiste par opposition à ce qu'il appelait les salafistes chéristes, c'est-à-dire les salafistes qui servaient simplement à légitimer les islams du pétrole. Et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que dans un pays comme l'Arabie Saoudite, où l'effondrement du baril pose des problèmes de légitimité politique extrême, la hantise du pouvoir saoudien aujourd'hui, c'est que un certain nombre de ces imams salafistes qui légitimaient le pouvoir, confrontés à un mécontentement d'une population qui on peut plus distribuer la rente pétrolière comme avant, soit en train de basculer. C'est pourquoi quand vous avez eu les exécutions en Arabie Saoudite l'autre jour, il y a eu 47 exécutions, décapitations. On a fait beaucoup de cas des 4 chiites qui avaient été exécutés et les Iraniens ont rompu les relations ensuite, etc. Mais en fait, ils ont été exécutés aussi pour faire, si j'ose dire, bon poids, parce que sur les 47, il y avait 43 sunnites appartenant à des tribus qui soutiennent le pouvoir et qui étaient passés à l'idéologie de Daesh ou d'Al-Qaïda, si vous voulez. Donc vous avez cette porosité qui est particulièrement préoccupante, qui fait que les Saoudiens, d'une certaine manière aujourd'hui, prennent dans la figure le retour de manivelle d'un phénomène qu'ils ont eux-mêmes enclenché. Oui, moi je crois que vraiment on néglige les dynamiques qui sont à l'œuvre à l'intérieur des individus qui se revendiquent de l'islam. Par exemple, quand on parle des femmes, la question des femmes... Il ne s'agit pas de l'islam en général. Oui. L'islam, il est plus réel. Il y a plein de gens qui se réclament de l'islam mais qui ne sont ni salafistes ni rien du tout. Bien sûr. Mais je pense qu'on néglige, j'ai pas dit vous, je dis qu'on néglige en général cela, parce que à l'intérieur des gens qui se revendiquent donc de l'islam, on a des mouvements, mais par exemple, on a sur l'homosexualité, où c'est un problème qui est à peu près le même que celui aussi intense, aussi intense, peut-être même plus. Eh bien, on a une association qui est HM2F, homosexuels musulmans de France. Alors effectivement, elle est très minoritaire, elle est très décriée, mais elle se bat. Il y a des associations féministes et de jeunes femmes qui portent le voile avec une interprétation, c'est ça qui est fascinant, une interprétation qui ressemble à l'interprétation type école de Francfort, théorie critique, en disant justement nous ne sommes pas un objet dans le regard des hommes, etc. Moi, ma question, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est de dire que ça existe et que ces justifications existent. Alors, on est face quand même à une situation aujourd'hui qui est vraiment la situation. Et c'est pas une manière de dédouaner l'islam du tout de dire ça. Au contraire, dans un sens, c'est que on est sur un marché global, je pense, de la terreur, qui joue sur ce que l'anthropologue américain Appadurai appelle la géographie de la colère, et que dans l'intérieur de cette géographie de la colère, l'offre de Daesh, qui est une offre, et je reviens à la première question que vous avez posée dans cette émission, qui était sur sur la déclaration de Daesh après le 13 novembre, eh bien, on a une offre de terreur qui est adaptable à tous les désirs de vengeance d'individus qui, sur la surface du globe, peuvent ensuite
entrer dans ce moule. Et c'est ça qui est grave. Ça veut dire que aujourd'hui on est dans un djihadisme qui devient un djihadisme multiforme, qui ne saurait s'arrêter à un salafisme idéologique, déterminé historiquement, déterminé par une tradition particulière. Donc je suis pas en train de dédouaner quoi que ce soit, je suis en train de dire que nous sommes dans une situation qui est hautement dangereuse parce qu'elle n'est même pas contrôlée du point de vue idéologique, du point de vue de ce qu'était la politique jusque-là. Parce que si vous voulez, dans ce que vous avez appelé le grand bain informationnel, on a ce que j'appelle aussi les effets de vitrine globale. C'est-à-dire un individu qui vit au fin fond du Sahel et qui a accès via Facebook à des modes de vie qui sont des modes de vie de New-Yorkais, de la 5e avenue ou de Français, etc. Il a le sentiment d'être très proche et en même temps que c'est inaccessible. Et donc là, se constituent des jeux de frustration, des désirs de vengeance qui finissent par être complémentaires de la stratégie, qui elle est une stratégie peut-être spécifique, géopolitique, économique, tout ce que vous voulez, de Daesh. Et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire cette correspondance aujourd'hui dans la globalisation entre l'offre et la demande. Et je crois qu'on focalise trop sur des questions historiques, relatives à l'islam, on essaye de trouver des points particuliers et que, en faisant ça, on se rend aveugle, finalement, même à ce qu'on pourrait faire du point de vue de la sécurité, publique. L'islamisme a quelque chose à voir avec l'islam et nous devons essayer aussi de déchiffrer. A quelque chose à voir avec l'islam historiquement, parce que effectivement, mais ça revient quand même à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Napoléon en 1798 qui rentre au Caire, le rouleau compresseur de l'occidentalisation qui touche en premier ceux qui sont en face de la Méditerranée, qui se trouvent être musulmans. Donc une recomposition politique. Oui, bien sûr. Mais ça aujourd'hui on en est sorti. Oui, en réalité. Je pense pas que l'enjeu soit là. En effet, la question c'est si on appelle tous ces phénomènes radicalisation. On se condamne. Ce que je ne fais pas, moi, parce que le mot radical voulant dire à la racine. Oui, bien sûr, mais bon, c'est le vocabulaire de roi, et aussi le vocabulaire qui est repris aujourd'hui. C'est pas le mien. Moi, je parle de comportement extrême. Par l'Union européenne, etc. Donc, on s'interdit de comprendre à la fois l'offre, comme vous le dites, mais également les formes de mobilisation des individus concernés. Parce qu'il ne s'agit pas que d'offres. Là, quand on égorge les mécréants, les koufars, etc., celui qui tire, celui qui tue, c'est pas seulement quelqu'un qui est dans l'offre. C'est quelqu'un qui c'est ce que je dis, c'est que justement, le rapport aux images fait qu'on peut facilement être entré dans la logique de l'offre quand on. Alors, je voudrais mieux comprendre ce qu'il en est aujourd'hui de ce djihadisme. Je n'oublie pas le type de pression que peuvent exercer les salafistes sur les sociétés où ils deviennent majoritaires, mais j'en reviens à cette question du djihadisme. Vous citez Gilles Kepel, Abou Moussab al-Souri, son appel à la résistance islamique mondiale, et vous dites qu'il a redistribué les cartes, qu'il veut aujourd'hui mondialiser le djihad de façon à amener la société à se fragmenter en ghetto confessionnel pour provoquer, à force d'attentats, une sorte de guerre civile d'enclave. Alors, quelle est cette stratégie et a-t-elle des chances de réussir? Pour terminer. Précisément sur le territoire européen, Souri a vécu à peu près 9 ans en Europe dans les années 90, il connaît bien l'Europe. Et il considère qu'il ne faut plus faire des actions uniquement dans les pays comme l'Afghanistan ou autres, ou à contrario aux États-Unis qui est trop loin, mais il faut identifier des jeunes Européens originaires du monde musulman ou convertis et autres, qu'on va inciter à tuer délibérément des apostats, c'est-à-dire les mauvais musulmans selon eux, et ça c'est un enjeu, c'est la guerre à l'intérieur de l'islam pour l'hégémonie, des islamophobes entre guillemets, alors pas des dirigeants politiques, mais plutôt, disons, les caricaturistes de Charlie Hebdo, Wolinski, Cabu, pour que la société dans l'ensemble se mobilisent contre les musulmans dans leur ensemble, lesquels, du coup, réagiront à ce stigmate en se regroupant derrière la barrière des plus radicaux, des juifs bien sûr, parce qu'ils sont les complices supposés d'Israël, et tout ça, ça aboutira à la guerre civile. Et ça, il y a une logique dans ce djihadisme de troisième génération de créer la guerre sur le territoire européen. Alors maintenant, est-ce que, parce que c'est l'image qu'ils veulent donner, est-ce que la réplique, ça doit être de leur faire la guerre? Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas que nous soyons en guerre. On doit traiter ce phénomène à travers plusieurs thématiques. D'un côté,
la police et la sécurité. Le renseignement n'a pas compris, n'a pas analysé, justement obsédé par les âneries sur la radicalisation, n'a pas compris ces questions. Roy nie qu'il y ait 3 générations de djihadistes, mais parce qu'il faut lire les textes aussi, lui non plus ne lit pas l'arabe. Premier élément. Deuxième question, il y a la question de l'inclusion sociale, et qui est absolument fondamentale. Pourquoi on n'a pas beaucoup parlé? Il y a ce basculement dans les quartiers. Quand les savoirs qu'on reçoit à l'école ne débouchent sur aucun job, les valeurs qui corrèlent ces savoirs sont jetées Oui, comme ne des débouchent débouchent sur aucun job, mais certains des djihadistes avaient des emplois, ils travaillaient à la RATP, et en dépit de cela, ils ont basculé dans l'extrémisme djihadiste. Juste quelque chose de très important qui a été dit par un dernier point, je termine, c'est le défi culturel. Et c'est là qu'il y a l'enjeu. Le défi culturel, à mon avis, il se repose sur le substrat salafiste et son éventuel développement. Je veux juste dire une chose, et qui est dans la continuité de ce qu'a dit Jules Kepel, c'est qu'effectivement, il y a à l'évidence, du point de vue de l'offre, une stratégie tendant à insuffler cette idée de guerre, vraiment de guerre de civilisation sur le territoire européen pour provoquer ce que vous appelez une guerre civile, et que la réponse gouvernementale qui aurait tendance à nourrir cette guerre, par exemple en disant on va fermer les mosquées, on va interdire l'arabe, on va faire ceci, on va faire cela, eh bien, elle sert en réalité cette stratégie parce que... On ne ferme pas les mosquées, on ferme les mosquées salafistes. Je n'ai pas dit ça. Oui, on n'interdit pas l'arabe. Mais la question... On l'étudie pas assez. Vous n'avez pas écouté, je crois, ce que j'ai dit. J'ai dit le discours qui tend à dire on va peut-être faire ceci ou faire cela, mais ça induit dans l'espace public des glissements chez des individus qui n'avaient pas eu l'idée préalablement de faire. Donc finalement, ça fait le marketing de Daesh. Écoutez, nous sommes obligés de nous arrêter là. Je renvoie les auditeurs à vos 2 livres. Raphaël Liogier, La guerre des civilisations n'aura pas lieu, édition CNRS. Le sous-titre est important, Coexistence et violence. Coexistence et violence au XXIe siècle, en effet. Gilles Kepel, vous avez écrit avec Antoine Jardin, Terreur dans l'Hexagone, et je lis le sous-titre, Genèse du djihad français, aux éditions Gallimard.